Dès que j'ai voulu me dégager de lui, il m'a attrapée à la gorge et il a commencé à me serrer tellement fort que j'étais terrorisée. Il n'y avait qu'une façon de mettre fin à tout ça et je n'étais pas du tout disposée à le laisser me tuer. Je savais que je devais me défendre. Mes parents ont toujours été très tendres l'un envers l'autre. Je me souviens que mon père embrassait tous les matins ma mère dans la cuisine et j'aimais beaucoup ça. Je m'appelle Gemma Donahue, j'ai été condamnée à 10 ans de prison. Je suis née à Berlin, en Allemagne. Mon père était dans l'armée américaine. J'étais le bébé de la famille. On prétend toujours que le petit dernier est gâté, mais ça n'a pas du tout été le cas dans ma famille. Mes parents ne me passaient rien. J'étais presque punie avant d'avoir commis une bêtise. Nous n'avions pas vraiment d'amis parce qu'on déménageait tous les 5 ans. Du coup, on était très soudés au sein de la famille. J'ai fait l'école à la maison, du CE1 à la 6e. Ensuite, ma mère a décidé d'envoyer mon frère et moi à l'école publique. Les autres élèves étaient plus avancés que moi, ils en savaient plus sur le monde extérieur que moi. On avait été maintenus dans une sorte de bulle. La 4e a été particulièrement difficile. Après cette agression, j'ai supplié ma mère de ne pas prévenir la police. Je préférais faire comme si rien ne s'était passé. Elle a promis de ne pas le faire, mais elle l'a fait quand même. Je me souviens que la police a tenté de dissuader ma mère de porter plainte. Mais ma mère était extrêmement protectrice et elle a répondu non, elle va continuer la procédure. J'ai subi tellement d'intimidation que j'ai été obligée de quitter l'école de ce district. J'en veux beaucoup à ma mère pour tout ce qui m'est arrivé pendant l'adolescence. Elle était devenue tellement protectrice. Elle m'interdisait d'avoir des amis, elle se renseignait sur tous les gens que je fréquentais. Du coup, je restais le plus souvent seule à la maison. Tout le monde dans mon entourage me disait que j'avais ruiné ma vie. Mais le jour où j'ai donné naissance à mon fils, en le regardant dans les yeux, je savais que je ferais tout pour mes enfants. Il n'y a rien de plus beau dans la vie quand on rentre à la maison, après une dure journée de travail, de voir ses enfants courir vers vous et vous prendre dans les bras. On s'est rencontrés via un ami commun. Javon était en prison, il allait être libéré et cet ami commun m'a demandé si j'autorisais Javon à utiliser mon adresse comme domicile et j'ai accepté. Je me souviens que j'étais très curieuse en l'entendant raconter son enfance, qui était tellement différente de la mienne. Il avait beaucoup bougé de gauche à droite, c'était tout nouveau pour moi, presque tragique je dirais. Il avait été emprisonné pour avoir fabriqué et vendu de la drogue. Je pensais qu'il avait renoncé à tout ça et qu'il avait changé de vie. Donc dès le départ, j'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin de le protéger. On n'a jamais formellement dit qu'on sortait ensemble, ça s'est fait comme ça. Je suivais les cours à l'université de Central Missouri. Lui restait à la maison avec les enfants. C'était tellement important pour moi de lui faire confiance par rapport à mes enfants. L'agent m'a dit que Javon était un dealer de crack bien connu dans le comté. Ça m'a choquée parce que je n'avais jamais rien vu ni entendu qui laissait penser ça. C'était la première fois où j'ai réalisé qu'il se passait peut-être des choses derrière mon dos que j'ignorais totalement. J'étais tellement en colère contre Javon que je lui ai dit qu'il devait quitter le logement, qu'il devait nous laisser tranquilles. Il m'a saisi à la gorge et il s'est mis à me serrer tellement fort qu'il m'étranglait. Je me souviens qu'à un moment, je ne pouvais plus respirer. J'étais terrorisée. Et lui me disait « Tu ne me quitteras jamais. La seule façon pour toi de me quitter, c'est si je te tue, salope. » Je me souviens lui avoir dit « Je t'aime. Pourquoi tu me fais ça ?» Et il m'a répondu « La peur dure plus longtemps que l'amour. » Il n'aimait pas quand je lui disais que je l'aimais. Je pensais que si je pouvais l'aider à s'éloigner du monde de la drogue, notre mariage s'en porterait mieux. Mais Javon a continué à me maltraiter durant tout notre mariage. J'ai appris très vite qu'en n'opposant pas de résistance quand il m'étranglait, je perdais plus rapidement connaissance et ça facilitait les choses. Je pense que Javon m'aimait, mais la seule façon pour lui d'exprimer son amour, c'était à travers la violence. C'était un véritable cauchemar. Mais d'un autre côté, ça rendait les moments agréables exceptionnels parce qu'ils étaient tellement rares qu'on les chérissait. Je voulais que personne ne sache que ça allait mal entre nous. J'ai essayé de cacher ce qui se passait et d'apaiser Javon. Mais il a repris contact avec ses anciens potes et il a recommencé à se droguer. Et la situation est devenue horrible. Il m'enfermait dans une chambre, il me battait avec une ceinture. Il tenait un couteau ou un tournevis sur ma gorge pendant qu'il me violait et il me disait « Je vais tuer tout le monde, je n'ai plus rien à perdre ». Je croyais ce qu'il disait. J'ai su à ce moment-là qu'il fallait que ça change parce qu'il ne s'en prenait pas qu'à moi. Il faisait du mal pas seulement à moi, il menaçait de s'en prendre à tout le monde.
C'était le jour du Vendredi Saint, le 14 avril 2017. Je me souviens que j'étais angoissée, car c'était la première fois depuis l'obtention de l'ordonnance de protection que j'étais seule à la maison. Je suis descendue, j'ai ouvert la porte de la salle à manger. Javon était là. Il s'est jeté sur moi en me prenant à la gorge. Il m'a tiré jusqu'en haut des escaliers en me tenant par le cou. La chose la plus effrayante, c'est de sentir qu'une personne peut décider de ta mort. Il a vérifié que les fenêtres et les portes étaient bien fermées. Il est redescendu et je l'ai entendu crier mon nom. Je suis descendue aussi. Je suis entrée dans la chambre à coucher. Il tenait un revolver. Il a appuyé sur la détente. Mais le coup n'est pas parti. Il s'est mis en colère parce que le revolver ne fonctionnait pas et il m'a frappé avec sur la tête. À un moment donné, le revolver est tombé par terre. Je l'ai ramassé et je me souviens l'avoir braqué sur lui en lui disant « Va-t'en, sors d'ici ». Il a refusé, il a fait un pas vers moi et dès qu'il a fait ce mouvement, j'ai appuyé sur la détente. Je l'ai atteint ici, dans l'épaule gauche. Il a hurlé « Ah, tu m'as touché !» Il s'est jeté sur moi en saisissant mes poignets. Mes mains étaient vers le haut dans cette position. Il tenait mes poignets et j'ai tiré une seconde fois. Il m'a fait valser et m'a plaqué par terre. Et dans cette position, j'ai de nouveau tiré. Alors qu'il retombait sur moi, lors de la chute, il a dit « Putain, on va mourir tous les deux, salope !» Il a posé sa tête à côté de la mienne. Il a saisi la crosse du revolver et il a dirigé le canon vers son oreille gauche. J'ai plié un doigt autour de la crosse pour ne pas lâcher l'arme et j'ai tiré un coup de feu. Je me souviens de ce dernier coup de feu. Je sentais tout le poids de son corps sur moi. Il faisait tout noir. Je ne réalisais pas que j'avais les yeux fermés. Je pensais qu'il faisait tout noir parce que j'étais morte. Ensuite, j'ai essayé de me dégager. Quand j'ai compris que c'était terminé, que je n'étais pas morte, ma mère rentrait du travail quand le téléphone s'est mis à sonner. J'ai vu que c'était la police du comté de Johnson qui appelait. Je ne me souvenais pas avoir appelé les secours. J'ai décroché et j'ai tendu le combiné à ma mère. J'ai secoué la tête vers ma mère pour lui dire non en la suppliant. Sur le moment, la meilleure décision pour protéger ma famille et mes enfants, c'était de ne rien dire à personne. Ma mère a répondu au téléphone. Elle a dit que c'était une erreur, qu'on avait fait un mauvais numéro. Mais le policier a répondu « On va vous envoyer quelqu'un quand même ». Je suis sortie et je me suis assise dehors en attendant la police. Je me souviens que ma mère est sortie à son tour. Elle m'a tapoté sur l'épaule et elle m'a dit « Rentre, Gemma, personne ne va venir ». Je m'appelle Margaret Effernan. Je suis la mère de Gemma Donahue. Gemma est la plus jeune de mes 3 enfants. Je me souviens qu'enfant, elle était assise sur mes genoux et je lui ai dit « Tu ne seras jamais trop vieille ». Elle était excellente à l'école. Sa vie se passait très bien jusqu'au jour où, à 13 ans, elle a été agressée sexuellement par un homme de 21 ans. La police a donné comme excuse qu'elle n'arrivait pas à le localiser. Ça m'a beaucoup surprise. J'ai demandé à mon fils d'aller à l'école et de dire aux élèves que je donnerais 100 $ à celui qui me dirait où le coupable se trouvait. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un appel et on m'a dit où était le coupable. Je suis allée sur place avec ma voiture. J'ai attendu qu'il sorte et reparte en voiture et je l'ai suivi. Il est venu vers ma voiture en proférant des injures. Là, j'ai pété un plomb. Je me suis mise à rouler vers lui. Je voulais le percuter. Mais il a sauté au-dessus d'une haie. On pourrait dire que j'avais comme perdu la raison. La police est venue chez moi. Ils m'ont dit que si je ne portais pas plainte contre lui, il ne porterait pas plainte contre moi. Et j'ai dit que je ne renoncerais pas à ma plainte. Gemma était furieuse contre moi parce que j'avais contacté la police. Elle se sentait trahie. Notre relation, durant son adolescence, s'est détériorée à cause de ça. Je voulais protéger mon enfant. Je voulais gérer cette situation, mais je ne contrôlais plus rien. J'ai vu une telle amélioration chez Gemma depuis qu'elle est incarcérée. Elle s'illumine quand je la vois, quand je lui rends visite. Elle me fait un gros câlin et me donne une bise sur la joue. Ça, c'est ma fille. C'est le bébé que j'ai eu. Quand je suis arrivée en prison, ma vie était sans dessus-dessous. Mais dès que j'ai commencé à suivre différents programmes, comme ce cours d'émancipation des femmes, j'ai commencé à voir ma vie en prison avec un regard différent. C'était plus une réhabilitation qu'une condamnation. Ici, j'ai aussi appris à assumer mes responsabilités, en assumant les choix que j'ai faits à l'époque. La balle dans l'arrière de son crâne était fatale. La balle dans son menton était fatale aussi. Il n'était plus à même d'articuler et donc de s'adresser à elle pour lui dire qu'il l'aimait au cours de ce moment Roméo et Juliette où il aurait dit qu'ils allaient mourir ensemble. Il n'a pas pu dire ça. Il n'y a jamais eu de moment Roméo et Juliette où Javon m'aurait demandé « Tu m'aimes ?» Il a dit « Nous allons mourir ensemble, salope, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Voilà ce qu'il a dit, en me faisant valser et en me plaquant au sol.
C'est une situation difficile de décider quelle vie est la plus importante et de profiter d'une occasion pour sauver sa propre vie. Je déteste le fait de me réveiller tous les matins en sachant que j'ai tué quelqu'un, d'autant plus qu'il s'agissait d'une personne que j'aimais. Je me souviens avoir dit à Gemma, quand les policiers seront là, je t'en supplie, laisse-moi dire que c'est moi. Elle m'a répondu, non maman, je ne ferai pas ça. J'admire ma mère pour les risques qu'elle a pris, pour essayer de m'épargner. Elle aurait renoncé à tout. Et honnêtement, je ferais sans doute la même chose pour mes enfants. Pas d'une façon aussi extrême, mais on fait ce qu'il faut pour protéger et sauver nos bébés. Je vois toutes les belles journées qui nous attendent.